tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, j'arrive pas à mettre la lumière violette, ce truc il marche pas bien. Je crois que je vais le changer. J'ai voulu investir dans une petite lumière, mais bon, visiblement, ce sera pas pour ce soir. Bon, je tape sur la... Ah, ça y est, bah vous voyez, je tape dessus, ça marche. Voilà. Donc, en ce moment, on est en train de découvrir le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc là, on en est au chapitre 5. Voilà, le chapitre 5, donc alors le titre, donc voilà, donc c'est la sympathie, le gentil voleur. Donc en gros, c'est comment attirer la sympathie pour entretenir la meilleure relation possible avec une personne, pour la faire adhérer à quelque chose, lui faire acheter quelque chose, etc. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, il nous parle donc dans la sympathie, il nous explique déjà que l'apparence physique compte. Malheureusement, on a beau en dire ce que l'on veut, on a beau dire que le physique ne compte pas, mais il y a plein d'études, d'expériences qui ont montré que, eh bien, voilà, malheureusement, on va donner au physique une importance particulière. Alors attention, ça peut être la beauté physique, mais c'est surtout le fait d'être soigné, d'avoir une apparence soignée, d'être clean, etc. On va dire, voilà, d'avoir des habits propres, pas forcément des marques ou voilà, hein, mais disons, plus on a une apparence propre, clean, soignée, plus on va vous ouvrir des portes, plus on sera sympa avec vous. C'est ce qui nous explique et je pense qu'on peut le constater, en tout cas moi personnellement je le vois hein, quand ce que je disais hier, c'est que voilà, quand je prends soin de moi, que je me fais une belle coiffure, que je m'habille bien, etc. Je suis beaucoup mieux traitée que quand je suis en jean, en jogging et que je vais faire mes courses avec un chignon sur la tête. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous explique. C'est que du coup, donc c'est l'effet de halo. Donc, est-ce que vous connaissez l'effet de halo? C'est quand une caractéristique d'une personne domine la façon dont d'autres personnes vous voient. Et donc, il explique que par effet de halo, l'apparence physique va de suite vous donner en fait, on va avoir un avis sur vous en vous regardant. Vous voyez, quand on regarde quelqu'un, de suite, inconsciemment, on va se faire un avis. Et il explique que du coup, quand les personnes, vous voyez, ont un physique harmonieux, quand un physique soigné, etc., on aura plus tendance à les aider, à leur rendre des services, à leur faire confiance même. Voilà. Et donc, ça a en tout cas son importance. Et par exemple, dans certains métiers ou même de manière générale, voilà, ça compte. Donc, il nous conseille en tout cas, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais disons que ça compte. Donc après, si vous avez un entretien, par exemple, il faut arriver soigné, coiffé, les ongles faits dans le sens manucure, etc., coupés, des habits propres, repassés, par exemple. C'est la base, mais parfois il faut le redire parce que c'est pas toujours... voilà. Vous allez dans un endroit où il y a un enjeu pour vous, il y a des codes, il faut soigner son apparence. Alors, je vous remonte le livre qu'on est en train de lire en ce moment, c'est Influence et manipulation. Tous mes livres, toutes mes recommandations de livres de développement personnel sont sur mon profil, TikTok. Vous pouvez aller voir, c'est le lien en bio. Vous pouvez le retrouver là-bas. Voilà. Ensuite, il explique du coup dans cette idée de la technique de la sympathie, puisque du coup, donc dans ce livre, il nous présente 6 techniques d'influence. Dans la technique de la sympathie, donc on va trouver une personne attirante, sympa par son apparence physique. Il y a aussi la similarité. C'est quand en fait
on va aller vers des personnes qui nous ressemblent. Il donne l'exemple d'une expérience qui avait été menée auprès de jeunes dans une université. En gros, il y avait deux types de jeunes, des hippies et des personnes classiques. En gros, les hippies aidaient les hippies et les personnes qui avaient un style plus classique aidaient les personnes qui avaient un style plus classique. Donc, lorsque vous souhaitez obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut que vous puissiez trouver des similarités avec cette personne. Par exemple, il donne un autre exemple au niveau des vendeurs de voitures. Est-ce que vous avez déjà peut-être remarqué que une personne qui veut vous vendre quelque chose va trouver des points en commun avec vous? Il va vous poser des questions ou alors il va observer. Là, il donne l'exemple d'un vendeur de voitures qui va observer les clients. Par exemple, une voiture pour une reprise de voiture, qui va observer qu'il y a un siège auto dans la voiture. Ah, vous avez des enfants, moi aussi, le mien est comme ça, il adore cette voiture. Ah, vous venez de tel endroit, j'y ai passé des vacances, j'adore, etc. Voilà, c'est des points en commun qui attirent la sympathie et qui font que du coup, vous allez pouvoir créer un lien de sympathie et attirer plus facilement la confiance et du coup obtenir plus facilement ce que vous voulez. Et ensuite, donc on a les compliments. Donc dans les compliments, il donne l'exemple. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, les compliments, il explique que qu'en fait, eh bien, un petit compliment, même si c'est flagrant qu'il est fait parce que vous voulez obtenir quelque chose, est toujours agréable à entendre. Tant qu'il est le plus sincère possible, ou vrai en tout cas. Par exemple, il donne l'exemple d'un vendeur de voitures, apparemment le meilleur vendeur du monde, qui tous les ans envoyait des cartes de vœux à plusieurs périodes dans l'année. Sur la carte, il y avait juste écrit « Vous êtes un ami ». Il envoyait ça à tous ses clients et en fait, ça permettait de garder le lien en faisant des petits compliments. Voilà. Et donc, c'est ce qui faisait que derrière, il gardait cette relation de confiance-là et de sympathie. Voilà. Ensuite, on a le contact et la coopération. Là, c'était, il me semble, les Tupperware. Voilà. Hop, que je dise pas de bêtises. Voilà, en gros, donc on aime ce qui nous est familier et ce qui nous ressemble et ce que l'on connaît. Et en fait, pour attirer la sympathie, il faut attirer en fait une certaine familiarité. Donc ça va avec un peu ce qu'on disait sur le fait de trouver des points en commun. En fait, plus vous allez trouver des choses qui vous ressemblent, qui vous sont familières, plus vous allez faire confiance. Voilà. Dans les exemples qu'il nous donnait, il donnait l'exemple il donnait l'exemple des deux écoles avec la ségrégation. Donc l'exemple des personnes couleur noire, couleur blanche. En gros, il expliquait que dans ce cas-là, quand il y a eu la déségrégation aux États-Unis, alors avant ça, donc les personnes de couleur noire et personnes de couleur blanche n'étaient pas dans les mêmes écoles. Puis en fait, donc ils ont mélangé ces personnes-là. Et en fait, ils se sont rendus compte que malgré ça, les enfants restaient entre minorités, entre eux, parce qu'ils restaient avec des personnes qui leur étaient semblables et qu'ils connaissaient et avec qui ils pouvaient se sentir en confiance. Et malgré le fait que on pourrait se dire ils passent énormément de temps dans une classe ensemble, ils pourraient commencer à apprendre à se connaître, etc. En fait, non, parce que l'école, c'est un système. En fait, après, ça va dépendre des profs, etc. Mais en gros, en général, l'école, c'est un système de compétition.
Dans une classe, ça va être ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, le premier qui répond, etc. Donc on n'est pas dans une ambiance hyper bienveillante et ça ne pousse pas à se mélanger. Donc les gens restent entre eux. Et c'est pour ça, on peut le voir, même sans parler de personnes de couleur blanche ou noire, et ben dans une classe, les gens vont rester entre eux, il y a des groupes, quoi. Donc il y avait cet exemple, et il expliquait aussi l'exemple donc c'était deux psys qui avaient fait une expérience où ils étaient allés, ils avaient mis plusieurs enfants, plusieurs garçons dans un camp de jeu, et ils avaient créé 2 équipes avec 2 noms différents. Donc ils ont fait en sorte qu'il y ait une rivalité, et ils se sont rendus compte qu'en fait, dès le moment où vous allez faire adhérer une personne à un clan avec des valeurs, etc., et que vous allez en avoir un autre, en fait, ces personnes vont être rivaux dans tout. Là, par exemple, c'était sur les sorties, au réfectoire, etc. En fait, donc ça, si vous voulez, ça fait comme une tache d'encre. En fait, ça se dissipe dans tous les domaines. Et pour en gros améliorer, parce que du coup, au bout d'un moment, bah, les deux adultes qui avaient fait l'étude voulaient recréer du lien entre ces 2 groupes. Ils voyaient que ça fonctionnait pas bien. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de leur trouver une cause commune pour qu'ils puissent finalement se rassembler, travailler ensemble pour une cause qui était extérieure à eux. Et là, en l'occurrence, il y avait aller chercher de l'eau, parce qu'il y avait plus d'eau, réparer un truc, etc. Et donc, comme la cause était... En fait, ils avaient un ennemi commun ou une cause commune, donc ils ont appris à travailler ensemble, et après, petit à petit, ils se sont mélangés, ils ont appris à se connaître, et ils sont même devenus amis, pour certains, entre les deux groupes, quoi. Voilà, parce qu'ils travaillaient ensemble pour une cause commune. Donc, c'est ce qu'on a vu hier dans le chapitre 5 du livre Influence et manipulation. Je crois que c'était tout. Donc, on va continuer la lecture ce soir. Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? On en était là. Voilà. Donc, je regarde vos commentaires. J'ai pas mal parlé pour vous expliquer. Je regarde vos commentaires. Donc, si ça vous plaît, si vous aimez le développement personnel, apprendre des choses sur vous, des compétences, etc., ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des lives plusieurs soirs dans la semaine. Vous êtes tous les bienvenus. Et merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Voilà. Et vous pouvez, donc quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à aller activer la cloche pour être informé de tous les lives. Elle est en haut à droite sur mon profil. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, merci Aura Farah. Hop. Tac. Voilà. Bonsoir tout le monde. Coucou LD. Bonsoir Mohamed. Voilà, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Bonsoir Ousmane. Un très bon livre pour les spécialistes du marketing, mais je trouve que c'est ennuyant ce livre. Ah oui, tu trouves? Ok. Après, ouais, ça dépend des goûts de chacun du coup. Il est bien, ouais, en marketing. Après, moi, je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait, on peut l'appliquer dans plein de domaines différents. On pense toujours à la vente, mais il n'y a pas que ça. En fait, dès le moment où vous avez besoin d'obtenir quelque chose, il est intéressant. Et en fait, ce qui est très bien aussi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, donc à la fin de l'apprentissage d'une technique, eh ben, il va nous apprendre à dire non. Donc, vous voyez, on a toujours comment dire non à la fin, normalement. Hop, je vais vous montrer. Tac. Voilà, donc vous voyez à la fin comment dire non. Donc vous avez une partie pour en gros déjouer ces techniques-là, quoi. Merci pour les roses, merci Fajar, merci beaucoup. C'est Robert Chialdini. Voilà, bonsoir KBLG, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous. Merci.
Merci à LD. Bah écoute, toi aussi, vous aussi, hein. Merci beaucoup d'être toujours là, toujours présent. Comment ça, Sally? Toi, tu es un Napoléon Hill. Bah incroyable. On a lu le livre. Ah, il est où? Je le vois pas là. Je crois que je suis Miro. Ah mais non, parce qu'il est en haut. Voilà, Napoléon Hill, réfléchissez, devenez riche. Du coup, tu as toutes les techniques pour atteindre le succès. Bah super. Tu as bien raison. La bonne mentalité. Bonsoir tout le monde. Coucou Timo. Donc je vais commencer la lecture. Je fais des petites pauses de temps en temps. Alors comme je vous disais, je vais faire une lecture qui va pas durer très très longtemps parce qu'il faudrait que je coupe le live vers 21h30. Voilà. Donc on va essayer de terminer ce chapitre. Je sais pas si on aura le temps, mais bon, on va faire le maximum. Donc n'hésitez pas à tapoter sur le live. C'est quoi ta technique pour lire autant de livres? Bah déjà, je lis. En fait, il faut lire il faut lire régulièrement en fait. Dès que tu as un moment et que tu sais pas quoi faire, dès que tu as un temps, voilà, tu lis 15 minutes par jour. Et puis tu verras que 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, un peu plus si tu as le temps. Parce que 15 minutes, ça va vite quand même, mais après, c'est déjà très bien. Tu verras qu'à la fin du mois, tu auras peut-être lu 2 livres, 1, 2, 3 livres peut-être. Donc, mon conseil, c'est pas la discipline, mais il faut que ce soit régulier en fait. Voilà. Alors, donc je commence, on en est ici. Donc là, on était sur la partie, comme je vous disais, avec les jeunes et la coopération. Donc le contact et la coopération, donc avec donc les gamins qui avaient dû se trouver une cause commune pour être dans la même équipe et plus séparés, quoi. Donc on en est là. Malgré ces réserves, je ne peux m'empêcher de trouver les données dont nous disposons actuellement encourageantes. Quand je parle avec mes étudiants ou même avec mes voisins et mes amis des perspectives de méthodes d'apprentissage par coopération, je me sens optimiste. Les écoles publiques font depuis si longtemps l'objet de sombres prédictions, avec la baisse du niveau, la démission des enseignants, la délinquance juvénile et bien sûr les conflits raciaux. Maintenant qu'une lueur apparaît à l'horizon, je me sens tout prêt à y croire. Pourquoi cette digression au sujet des effets de la déségrégation sur la relation entre les races? C'est qu'elle nous apprend 2 choses. D'abord, bien que la familiarité engendrée par un contact continu aboutisse normalement à accroître la sympathie, c'est le contraire qui se produit si les contacts s'associent à des expériences désagréables. C'est pourquoi quand des enfants de différents groupes raciaux sont plongés dans la dure et incessante compétition scolaire, les animosités ont toutes les chances de s'aggraver, et elles s'aggravent en effet. Ensuite, le fait que l'apprentissage en équipe soit un antidote à ce phénomène nous montre le rôle que peut jouer la coopération dans le processus de sympathie. Mais avant d'admettre que la coopération est un des puissants ressorts de la sympathie, il nous faut la soumettre à un test décisif, qui sert à mon sens de révélateur. Les professionnels de la persuasion ont-ils systématiquement recours à la coopération pour se faire aimer de nous et nous persuader de répondre oui à leurs requêtes? La mettent-ils en valeur dans les situations où elle est naturellement présente? S'efforce-t-il de la renforcer lorsqu'elle est trop faible? Et par-dessus tout, la fabrique-t-il de toutes pièces lorsqu'elle n'existe pas? Or, il se trouve que la coopération satisfait à toutes ces exigences.
Les professionnels de la persuasion s'efforcent sans cesse d'établir qu'ils travaillent avec nous à un but commun, qu'il faut s'entraider, en somme, qu'ils font équipe avec nous. Les exemples sont innombrables. La plupart appartiennent à la vie courante. Ainsi, le vendeur de voitures qui prend notre parti et se bat avec son patron pour nous obtenir un bon prix. Mais on peut en trouver une illustration pittoresque dans un contexte qui nous est, à la plupart d'entre nous, peu familier, puisqu'il s'agit des inspecteurs de police chargés d'arracher des aveux à un criminel. Ces dernières années, les tribunaux ont imposé toutes sortes de restrictions à la façon dont les policiers doivent se comporter vis-à-vis des suspects, en particulier pour les faire avouer. Bien des procédés qui autrefois amenaient des aveux ne peuvent plus être employés car les charges pourraient ne pas alors être retenues par le juge. Mais pour l'instant, les tribunaux n'ont rien trouvé à redire à l'emploi des méthodes psychologiques raffinées. C'est pourquoi les interrogatoires se déroulent de plus en plus souvent suivant des scénarios tels que celui du méchant et du gentil. Le scénario se déroule ainsi. Un jeune homme suspecté de cambriolage par exemple, que l'on a informé de ses droits et qui proteste de son innocence, est emmené dans une pièce pour être interrogé par 2 inspecteurs. L'un des policiers, soit que le rôle lui convienne mieux, soit simplement que ce soit son tour, joue le méchant. Avant même que le suspect ne soit assis, le méchant le traite de tous les noms. Pendant toute la séance, il ne s'exprime que par aboiement et par reniflement. Il ponctue ses paroles de coups de pied dans la chaise du prisonnier. Il le toise, comme s'il avait sous les yeux un tas d'ordures. Si le suspect nie ses accusations ou refuse de répondre, le méchant devient livide. Il écume de rage. Il jure qu'il fera tout ce qu'il pourra pour que ce voyou récolte une peine maximum. Il dit qu'il connaît des gens du bureau du procureur, qu'il leur parlera de l'attitude non coopérative du suspect et que l'accusation sera d'autant plus sévère. Pendant la tirade du méchant, son partenaire, le gentil, est assis en retrait. Puis progressivement, il se manifeste. D'abord, il ne parle qu'au méchant, essayant de modérer ses accès de rage. « Du calme, Franck, du calme. » Mais l'autre le rabroue. « Du calme, quand il se fiche de moi, je ne peux pas voir ces types en peinture. » Un peu plus tard, le gentil dit carrément quelque chose en faveur du suspect. « Ne t'énerve pas, Franck, c'est qu'un gosse. » Ce n'est pas une défense bien compromettante, mais par rapport aux imprécations du méchant, ces mots semblent une douce musique à l'oreille du détenu. Pourtant, le méchant ne se laisse pas réfléchir. Un gosse, c'est pas un gosse, c'est un voyou. Un voyou, et je vais te dire, il a plus de 18 ans et ça me suffit pour le boucler derrière les barreaux, et c'est pas demain qu'il en sortira. Alors, le gentil se met à s'adresser directement au jeune homme, en l'appelant par son prénom et en soulignant un détail positif de l'affaire. Un détail positif de l'affaire. « Bon, Kenny, tu as de la chance que personne n'ait été blessé et que tu n'aies pas été armé. Pour la peine, ça vaut mieux. » Si le suspect persiste à proclamer son innocence, le méchant éclate à nouveau en injures et en menaces. Mais cette fois, le gentil l'arrête. « D'accord, Franck. » Lui tendant une pièce de monnaie, « Je crois qu'on a tous besoin d'un café, tu veux aller chercher 3 cafés ?» Une fois le méchant sorti, c'est au tour du gentil de faire sa grande scène. « Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais mon collègue t'a pris en grippe et il va essayer de t'avoir. Et il va y arriver parce que nous avons assez de preuves pour ça. » Et il a raison quand il dit que l'accusation ne fait pas de cadeau à ceux qui refusent de coopérer. Tu risques 5 ans, tu sais, 5 ans. Bon, je voudrais pas que ce soit comme ça que ça se passe. Alors si tu avoues tout de suite que c'est toi qui as fait ce cambriolage, avant qu'il revienne, je me chargerai de l'affaire et je signalerai au procureur que tu as fait preuve de bonne volonté. Si on s'y met à 2,
On peut peut-être réduire à 5 ans, en faire 2 ans, peut-être 1. Sois raisonnable, Kenny. Dis-moi comment tu as fait et nous verrons comment on peut te tirer de là. Il s'ensuit souvent des aveux complets. Si le scénario du méchant et du gentil est aussi efficace, c'est pour plusieurs raisons. La peur d'une lourde peine est instillée par des menaces du méchant. Le principe de perception contrastée que nous avons vu au premier chapitre fait que par comparaison avec la rage venimeuse du méchant, l'interrogateur qui joue le gentil paraîtra un homme particulièrement raisonnable et compréhensif. Et comme le gentil est intervenu à plusieurs reprises en faveur du suspect, il lui a même offert un café avec ses propres deniers, la règle de réciprocité oblige le suspect à lui faire à son tour une faveur. Mais la principale raison de l'efficacité de cette technique, cependant, c'est qu'elle donne au suspect l'idée qu'il y a quelqu'un de son côté, quelqu'un qui se préoccupe de son sort, quelqu'un qui multiplie les efforts avec lui, pour lui. Dans la plupart des situations, une telle personne serait considérée très favorablement, mais dans l'abattement où se trouve notre homme, cet individu apparaît comme un sauveur. Et de sauveur à confesseur, il n'y a qu'un pas. Conditionnement et association. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à moi ? C'était la voix tremblante du journaliste météo d'une chaîne locale de télévision. Il avait obtenu mon numéro de téléphone par le département de psychologie de mon université, qu'il avait appelé dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse répondre à sa question. Le phénomène l'avait toujours troublé, mais à présent devenait insupportable. Enfin, c'est complètement ridicule. Tout le monde sait que je ne fais qu'annoncer le temps, ce n'est pas moi qui le commande. Alors comment se fait-il que je me fasse traiter de tout quand le temps est mauvais ? Pendant les inondations l'an dernier, j'ai reçu des lettres haineuses. Un type a menacé de me tuer si la pluie ne s'arrêtait pas. Mon Dieu, j'ai encore des sueurs froides. Et les gens avec qui je travaille à la télé font pareil. Ils me tarabustent en direct, à cause d'une vague de chaleur ou d'autre chose. Ils doivent pourtant savoir que je n'y suis pour rien, mais ça ne les arrête pas apparemment. Pouvez-vous m'aider à comprendre ça ? Vraiment, je n'en peux plus. Nous prîmes rendez-vous à mon bureau, et là je lui expliquai qu'il était victime d'une réaction séculaire due aux associations d'idées. Des exemples d'un tel comportement abondent dans la vie moderne, mais je pensais que l'exemple le plus parlant, pour ce malheureux météorologue, serait un exemple tiré de l'Antiquité. Je lui demandai donc de considérer le sort aléatoire des messagers impériaux dans la Perse antique. Le messager, à qui l'on confiait une mission de courrier militaire, avait de bonnes raisons de souhaiter ardemment la victoire des Perses. S'il venait annoncer une victoire, il était traité comme un héros à son arrivée au palais. Il avait droit à de somptueux festins et à toutes les femmes qu'il voulait. Mais s'il apportait des nouvelles de défaite, la réception était toute différente. Il était exécuté sommairement. J'espérais par ce point d'histoire lui faire comprendre un fait qui reste aussi vrai de nos jours qu'il était au temps de la Perse antique ou encore au temps de Shakespeare, qui disait si bien « La nature de la nouvelle infecte le messager ». Il y a dans la nature humaine une tendance naturelle à en vouloir aux porteurs de mauvaises nouvelles, même s'ils ne sont en rien responsables de l'événement. La simple association entre les deux suffit à produire l'antipathie. Mais je voulais faire sortir autre chose de ces exemples historiques. Non seulement l'injustice que subissait le journaliste avait été subie par d'autres messagers au cours des siècles, mais encore, par comparaison avec d'autres, par exemple le messager perse, il s'en tirait encore très bien. La remarque qu'il me fit avant de sortir me convainquit qu'il en était parfaitement conscient. Je me sens réconfortée maintenant, parce que nous sommes dans une région où le soleil brille 300 jours par an, n'est-ce pas ? Heureusement que je ne fais pas la météo en Alaska.
Cette remarque finale prouve que cet homme avait compris le mécanisme qui influençait la sympathie des téléspectateurs à son égard. Être associé dans l'esprit du public au mauvais temps a en effet des conséquences négatives. Mais inversement, être associé au soleil d'Arizona était très bon pour sa popularité. Et il avait raison. Le principe d'association est général. Il s'applique aussi bien aux nouvelles positives que négatives. Une association accidentelle avec des choses agréables ou désagréables influence la façon dont les autres nous perçoivent. Le principe des associations négatives que nous venons de voir semble connu des mères depuis toujours. Rappelez-vous comment on nous recommandait de ne pas jouer avec les vilains garçons de la rue. Rappelez-vous comment on nous disait que même si nous ne faisions nous-mêmes rien de mal, il ne fallait pas les fréquenter, parce que pour les voisins, qui se ressemblent s'assemblent. Nos mères nous apprenaient la culpabilité par association. Elles nous donnaient une leçon sur l'aspect négatif du principe d'association. Et elles avaient parfaitement raison. On attribue volontiers à quelqu'un les qualités et les défauts de son entourage. Quant aux associations positives, ce sont les professionnels de la persuasion qui nous enseignent leur application pratique. Ils s'efforcent en effet assidûment d'associer leurs produits ou de s'associer eux-mêmes aux choses que nous aimons. Vous êtes-vous jamais demandé ce que faisaient tous ces séduisants mannequins dans les publicités pour automobiles ? L'annonceur espère bien que la voiture empruntera ses qualités, beauté et séduction au mannequin. Il parie que nous réagirons aux produits de la même façon que nous réagissons aux séduisants mannequins que nous y associons. Il n'a pas tort. D'après une étude, des hommes qui voyaient une publicité pour un modèle de voiture comportant une photo d'une séduisante jeune femme estimaient la voiture plus rapide, plus luxueuse, plus intéressante et plus belle que ceux qui avaient vu la même publicité sans la belle jeune femme. Pourtant, interrogés ultérieurement, les sujets refusaient de croire que la présence de la jeune femme ait pu influencer leur jugement. Étant donné l'efficacité que peut avoir le principe d'association, tout à fait à notre insu, les industriels font toujours leur possible pour associer leurs produits à la dernière idée à la mode. À l'époque du premier voyage sur la Lune, on vendait tout, les boissons instantanées comme les déodorants avec des allusions au programme spatial américain. Lors de chaque année olympique, nous sommes très précisément informés des marques de shampoing et de mouchoirs en papier retenus officiellement par nos équipes olympiques. Pendant les années 70, où le mot magique était naturel, on usait et abusait du terme, parfois à la limite de l'absurde. Changez naturellement la couleur de vos cheveux, disait une publicité télévisée. Utiliser des célébrités dans la promotion des produits est une autre façon pour les publicitaires de tirer parti du principe d'association. Les athlètes professionnels sont payés pour s'associer à des objets en rapport direct avec ce qu'ils font. Des chaussures de sport, des raquettes de tennis, des balles de golf, ou à n'importe quoi, des boissons, des friandises, des collants. Ce qui importe, c'est d'établir un lien. Ce lien n'a pas à être logique, il suffit qu'il soit positif. Naturellement, les artistes connus sont eux aussi une manne pour les industriels, qui n'ont jamais hésité à les payer grassement pour pouvoir les associer à leurs produits. Alors, avant de lire ce nouveau texte donc de Monsieur Météo, je vous remontre voilà, le livre qu'on est en train de lire en ce moment. J'ai encore eu une restriction. J'espère que je vais pouvoir continuer les lives parce que ça peut vraiment devenir problématique. Bon, on verra bien. Voilà, toujours parce que je fais la promotion de livres qui ne sont pas sur TikTok. Mais bon, c'est pas grave. On continue quand même. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live.
Si vous aimez le développement personnel, si vous aimez apprendre sur vous, sur les autres, etc., ben vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez commenter. Voilà, n'hésitez pas à liker aussi. On est déjà à 5000 likes presque. Merci beaucoup à tous. À toutes et à tous, hein, évidemment. Coucou Lasking, coucou et toi, bonsoir tout le monde. Ah bah, coucou IT Franck. Bah, le succès, je pense, c'est l'entraînement, hein, à mon avis. Bonsoir, ok Carrie Queen. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je continue. Donc là, on en est au chapitre 5 qu'on va essayer de terminer ce soir. Il reste pas mal de pages, donc quoique, non, je pense que on pourra peut-être le terminer ce soir. Donc je vais continuer comme ça. Et les replays sont sur ma chaîne YouTube. Donc les replays de tous les lives, je publie tous les replays sur ma chaîne YouTube. Et le nom c'est Madame-du-bas succès, donc n'hésitez pas si vous voulez vous abonner pour me donner de la force et surtout pour que vous puissiez ne pas louper les lectures. Vous avez tout là-dessus. Merci T. Franck. Alors je continue. Monsieur Météo paye les coups bas de la météo par David Langford, Associate Press. Les journalistes météo de la télévision gagnent leur vie en parlant de la pluie et du beau temps. Mais quand Dame Nature se montre brutale, c'est eux qui reçoivent un carton jaune. Les confidences de plusieurs Monsieur Météo chevronnés nous révèlent qu'ils peuvent être agacés par des vieilles dames armées de parapluies, pris à partie par des ivrognes dans des bars, lapidés à coups de boules de neige et de galoches en caoutchouc, poursuivis de menaces de mort et accusés de se prendre pour Dieu le Père. Un jour, un type m'a appelé pour me dire que s'il neigeait à Noël, je ne verrais pas le nouvel an, raconte Bob Gregory, qui depuis 9 ans fait la météo pour la chaîne WHR TV à Indianapolis. Les journalistes de météo affirment que leurs prévisions au jour le jour sont exactes dans 80 à 90% des cas. Mais les prévisions à long terme sont plus périlleuses. Pour la plupart, ils reconnaissent qu'ils se contentent de faire l'écho d'une information qui leur est fournie par les services de météorologie nationale ou par une agence privée. Mais le public, lui, en a après le visage qu'il voit à la télévision. Tom Bonner, 35 ans, qui travaille pour Kark TV en Arkansas depuis 11 ans, n'a pas oublié le jour où un robuste agriculteur, un peu éméché, l'aborda dans un bar, le saisit par le revers et lui dit « C'est vous qui avez envoyé cette tornade qui a démoli ma maison. Vous allez me le payer. » Bonheur, selon ses propres dires, commença par chercher le regard du videur dans l'établissement, mais ne le voyant pas, il répondit « C'est vrai, la tornade c'était moi, et je vais vous dire, si vous ne me lâchez pas immédiatement, j'en enverrai une autre. » Il y a quelques années, après une inondation désastreuse qui avait englouti la région de San Diego sous 3 mètres d'eau, Mike Ambrose, journaliste de la chaîne KGTV, fut pris à partie par une femme qui s'approcha de sa voiture et fit voler le pare-brise en éclats, d'un coup de parapluie, en disant « C'est de votre faute ». Chuck Whitaker, de la chaîne WSB-TV, en Indiana. Un jour, une petite vieille a appelé la police et a demandé qu'on arrête le journaliste météo qui avait fait venir la neige. Une femme furieuse, qui l'est plus pour le mariage de sa fille, appela Tommy Jolis de WRBW-TV, New York, pour lui dire ses 4 vérités. Elle me tenait pour responsable et me dit que si jamais elle me rencontrait, elle me frapperait. Sonny Elliott de WJBK-TV, qui donne depuis des décennies les prévisions de météo pour sa région de Détroit, se rappelle, il y a quelques années, il avait prévu 5 à 10 cm de neige dans la ville, il en tomba plus de 20 cm.
Pour se venger, ses collègues de la chaîne montèrent un dispositif qui fit pleuvoir sur lui près de 200 galoches pendant qu'il donnait les prévisions météo le jour suivant. Son commentaire: j'ai gardé les projectiles en souvenir. La douceur du temps. Remarquez les similarités entre l'histoire du météorologue qui était venu me voir et ses témoignages de spécialistes de la météo à la télévision. Donc vous voyez que on fait beaucoup d'associations, parfois sans s'en rendre compte. Les politiques en font pas mal les frais. Moi, ça me fait penser à eux parce qu'à chaque fois on les loupe pas et moins ça va et moins on les loupe quoi. Donc bon après c'est encore autre chose, mais on fait toujours des associations, c'est vrai. Je sais pas si vous avez des idées en tête, mais n'hésitez pas à nous les partager en tout cas. Voilà. Comment savoir qu'une personne te manipule? Bon, on pourra en reparler juste après la lecture, et toi si tu veux. C'est qui ton modo? Il est bizarrement contre moi. Pourquoi? C'est une modo. Et je pense pas qu'elle soit contre toi, mais bon. De rien, de rien, de rien. Alors, je continue. Depuis peu, les hommes politiques se sont aperçus que la compagnie des célébrités pouvait leur procurer des voix. Les candidats aux élections présidentielles, ben voilà, donc on y est sur les politiques, composent des écuries de figures connues, extérieures au monde politique, qui soit participent activement à la campagne, soit se contentent de prêter leur nom. Même au niveau local, ce procédé est largement utilisé. Témoin cette réflexion d'une femme de Los Angeles que j'entendis exprimer en ces termes son indécision concernant un référendum qui proposait de restreindre l'usage du tabac dans les lieux publics. C'est difficile de se décider. Il y a des gens très connus qui sont pour et d'autres qui sont contre. On s'y perd. Si les politiciens sont relativement nouveaux dans l'art d'utiliser des stars, ils ont depuis longtemps l'habitude d'exploiter le principe d'association, d'une autre façon. Ainsi, les députés annoncent toujours à la presse le lancement de projets nationaux qui apporteront à leur région des emplois ou d'autres avantages. Ils le font même quand ils n'ont joué aucun rôle dans la promotion du projet ou qu'ils ont voté contre. Dans ce même souci d'association, les hommes politiques sont fréquemment amenés à servir la soupe, au sens propre du terme. Ainsi, il est de tradition à la Maison-Blanche pour se concilier les législateurs récalcitrants d'offrir un repas. Ce peut être un buffet campagnard, un petit déjeuner de gala ou un dîner élégant. Chaque fois qu'un texte important est en jeu on sort l'argenterie. D'ailleurs, les réunions organisées pour obtenir des soutiens offrent toujours un buffet. Remarquez aussi que lors des traditionnels repas servant à collecter des fonds pour un parti, les discours, l'appel aux contributions ne se produit jamais avant que le repas soit servi, mais pendant le repas ou après. Les avantages de cette association entre les affaires de l'État et les plaisirs de la table sont multiples. Entre autres, cela fait gagner du temps, tout en engageant la règle de la réciprocité. L'avantage le moins apparent peut être celui qu'a découvert le grand psychologue Grégory Razran pour ses recherches menées dans les années 30. Étudiant la technique du déjeuner, suivant ses propres termes, il découvrit que ces sujets s'attachaient aux personnes et aux choses qui les entouraient pendant qu'ils mangeaient. Dans l'expérience qui nous intéresse directement, les sujets du Razran se voyaient présenter un certain nombre d'opinions sur lesquelles ils avaient déjà donné leurs avis. À la fin de l'expérience, lorsque toutes les affirmations avaient été évaluées, Razran découvrit que, pour une certaine partie d'entre elles, le taux d'approbation s'était élevé. Celles qui avaient été présentées pendant qu'on servait un repas,
Ces virements de sympathie semblent s'être produits de façon inconsciente, car les sujets ne se rappelaient pas quelles affirmations leur avaient été présentées pendant le repas. Comment Razran pensa-t-il à la technique du déjeuner ? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle pourrait être efficace ? La réponse est peut-être à chercher dans son expérience professionnelle. Razran était un chercheur renommé, mais il fut également l'un des premiers traducteurs en anglais d'une école russe de psychologie qui était à l'avant-garde. Cette école se consacrait à l'étude du principe d'association et était dominée par la figure Ivan Pavlov. Savant brillant au talent varié, c'est ainsi qu'il avait eu le prix Nobel quelques années auparavant pour ses travaux sur le système digestif. Pavlov passa à la postérité pour des expériences d'une extrême simplicité. Il démontra qu'on pouvait susciter chez un animal la réaction typique à la nourriture, la salivation, par un objet n'ayant aucun rapport avec la nourriture, simplement en associant les deux choses dans le cerveau de l'animal. Si la présentation de la nourriture à un chien était toujours accompagnée par le son d'une cloche, le chien se mettait bientôt à saliver au seul son de la cloche, même s'il n'y avait aucune nourriture présente. Il n'y a pas loin de la classique expérience de Pavlov à la technique du déjeuner de Razran. De toute évidence, une réaction normale à la nourriture peut être transférée à autre chose par un processus de simple association. L'intuition initiale de Razran fut qu'il existe de nombreuses réponses provoquées par la nourriture à part la salivation. L'une d'elles était un sentiment de bien-être. Par conséquent, il est possible de lier ce sentiment agréable à cette attitude positive, à n'importe quel élément, des déclarations politiques n'étant qu'un exemple, associé avec le plaisir de manger. Il suffit là encore d'un pas pour passer de la technique du déjeuner à l'idée appliquée par les professionnels de la persuasion que toutes sortes de choses aimables peuvent se substituer à la nourriture pour prêter leur qualité sympathique aux idées et aux produits et aux personnes qu'on leur a artificiellement associées. En dernière analyse donc, c'est pour cela que ces jolies jeunes femmes remplissent les publicités de tous les magazines. Et c'est pour cela que les programmateurs à la radio doivent insérer l'indicatif de la station juste avant de diffuser le dernier tube. Et c'est pour cela que les femmes qui participent au jeu dans les réunions Tupperware doivent s'écrier Tupperware pour signaler qu'elles ont gagné avant de pouvoir aller chercher leur prix au centre du cercle. C'est d'ailleurs la société Tupperware qui aurait des raisons de s'écrier « J'ai gagné ». Que nous soyons souvent les victimes inconscientes des professionnels qui utilisent cette arme de persuasion ne veut pas dire que nous ne connaissions pas le principe d'association et que nous ne l'utilisons pas nous-mêmes. Il est évident par exemple que nous comprenons parfaitement le drame du messager de l'Empire perse ou du météorologue de la télévision porteur de mauvaises nouvelles. Nous savons très bien ne pas nous mettre dans cette situation inconfortable. Des recherches menées à l'Université de Géorgie montrent comment nous procédons lorsque nous devons annoncer de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Des étudiants attendant de participer à une expérience étaient chargés d'informer un camarade qu'il y avait eu un coup de téléphone pour lui. La moitié du temps, le coup de téléphone était censé apporter de bonnes nouvelles et l'autre moitié du temps de mauvaises nouvelles. Les chercheurs découvrirent que les étudiants transmettaient l'information très différemment suivant les cas. Quand la nouvelle était positive, le messager annonçait invariablement la couleur. Il y a eu un coup de téléphone pour toi, une bonne nouvelle. Va voir l'expérimentateur. Mais quand les nouvelles étaient supposées être mauvaises, il ne se compromettait pas. Il va y avoir un coup de téléphone pour toi.
va voir l'expérimentateur. Apparemment, les étudiants avaient appris que pour être aimés, ils devaient s'associer aux bonnes nouvelles et se dissocier des mauvaises. Bien des comportements étranges peuvent être expliqués par le fait que les gens connaissent assez le principe d'association pour s'efforcer de s'associer aux événements positifs et de se dissocier des négatifs, même quand ils ne sont pas responsables de ces événements. Les comportements les plus étranges peuvent être observés à l'occasion des événements sportifs. Il ne s'agit pas ici du comportement des athlètes. Après tout, dans le feu de l'action, il est normal qu'ils ne se laissent quelquefois aller à des éclats. Ce qui semble curieux à première vue, c'est la ferveur, l'adoration, la rage des supporters. Comment expliquer les émeutes qui suivent les matchs en Europe, les meurtres de joueurs et l'arbitre par les foules sud-américaines en délire, ou la prodigalité des dons faits par des supporters locaux à des joueurs de baseball déjà riches, à l'occasion d'une journée qui leur est spécialement consacrée. D'un point de vue rationnel, tout cela est absurde, et ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas ? Pas tout à fait. Les rapports existants entre le sport et ses supporters ne sont rien moins que ludiques. Ils sont graves, intenses et extrêmement personnels. L'une de mes anecdotes favorites en fournit la meilleure illustration. Alors, je vous remonte le livre, je fais une petite pause. Attendez, je regarde juste combien de pages il nous reste. 6, 8... Ok, il nous reste 14 pages. 14, ok. J'espère pouvoir finir ce soir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à LD pour les roses. Merci beaucoup. C'est les roses pour mon anniversaire. Merci beaucoup. 7K Sacker, bonsoir, coucou. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Bon, vous avez vu, on a le live qui est toujours restreint. Bon, voilà. Pourtant, avant, ça l'était pas, donc je sais pas. Je vais me renseigner, je vais regarder ça. Merci beaucoup. Alors, je continue. Merci à tous ceux qui tapotent sur le live. On est déjà à 7,5K. Ouais, merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, je continue la lecture. Par contre, je pense qu'on va pas terminer ce soir le chapitre parce qu'il est déjà 55. Je regarde juste jusqu'où je vais lire. Quoique... Bon, je vais voir. On continue. Il s'agit d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui revint au pays dans les Balkans après la guerre et cessa peu après de parler. Les examens médicaux ne décelaient rien d'anormal. Aucune blessure, aucune lésion du cerveau, aucune anomalie des cordes vocales. L'homme pouvait lire, écrire, comprendre une conversation et obéir à des ordres. Mais il ne parlait pas, ni à ses médecins, ni à ses amis, ni même à sa famille éplorée. Perplexe et à bout de ressources, les médecins le placèrent dans un hôpital militaire dans une autre ville. Et il y resta 30 ans, sans jamais rompre le silence qu'il s'était imposé, se murant dans un isolement total. Mais un jour, il entendit par hasard retransmis à la radio un match de football entre l'équipe de sa ville et une équipe rivale. Quand à un moment décisif, l'arbitre siffla un coup franc contre un joueur de la première équipe, le vétéran muet sauta de son fauteuil, fusilla le poste du regard et prononça ses premiers mots depuis 30 ans. « Abruti, tu veux leur en faire cadeau de ce match ?» Cela dit, il retourna à sa chaise et à un silence qu'il ne brisa jamais plus. Il y a 2 leçons à tirer de cette histoire véridique. La première concerne la puissance du phénomène. Le désir du vétéran de voir l'équipe de sa ville gagner le match était si fort qu'à lui seul, il avait suffi à provoquer une déviation de son système de vie
pourtant bien établie. Les effets profonds des événements sportifs sur la vie des supporters ne se limitent pas aux auspices de vétérans. Pendant les Jeux d'hiver de 1980, lorsque l'équipe de hockey américaine écrasa l'équipe soviétique, considérée comme favorite, le père du gardien de but, militant anti-alcoolique, se vit tendre une bouteille. « Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, » déclara-t-il plus tard, « mais quelqu'un m'a offert du cognac et j'ai bu. Là, j'ai bu. » Ce comportement inhabituel n'était pas spécifique aux parents des joueurs. Les spectateurs entourant la patinoire étaient, selon les descriptions de la presse, en délire. Ils chantaient, s'embrassaient, faisaient des cabrioles dans la neige. Même les supporters non présents à Lake Placid exultaient et montraient la fierté de façon parfois bizarre. À Raleigh, en Californie du Nord, une compétition de natation dut être interrompue lorsque, à l'annonce du score, les concurrents et le public se mirent à scander « USA, USA » jusqu'à extinction des voix. À Cambridge, dans le Massachusetts, les clients d'un paisible supermarché se déchaînèrent à l'annonce de la nouvelle et firent voler dans tout le magasin papier hygiénique et serviettes en papier. Les clients furent rejoints dans leur frénésie et bientôt menés par les employés et le directeur du magasin. Indéniablement, il s'agit d'une force irrésistible. Mais si nous revenons à l'histoire de l'ancien combattant enfermé dans son silence, nous voyons qu'elle révèle autre chose sur la nature du lien qui unit les supporters à leur sport. Il s'agit d'un lien personnel. Une parcelle de l'identité de cet homme ravagé se trouvait engagée dans le jeu de football. Son ego, affaibli par 30 ans d'internement dans un hôpital, se trouvait impliqué dans l'issue du match. Pourquoi ? Parce qu'il serait personnellement diminué par une défaite de l'équipe de sa ville et qu'il serait personnellement valorisé par une victoire de cette équipe. Comment ? En vertu du principe d'association. Le simple lien que représente le lieu de naissance l'impliquait corps et âme dans le sort de cette équipe. Comme l'a bien vu l'écrivain Isaac Asimov, toute chose égale d'ailleurs, on s'en tient pour son propre sexe à sa propre culture, sa propre localité, et ce qu'on veut prouver, c'est qu'on est le meilleur, qu'on est meilleur que l'autre. Ce que vous soutenez vous représente, et lorsqu'ils gagnent, c'est vous qui gagnez à travers eux. Alors, je regarde juste, on va lire jusqu'ici, on va lire une page et demie encore, et puis on aura fini pour ce soir. Voilà, et on finira le reste la prochaine fois, parce que voilà, je pourrais pas rester. Attendez, non, ça fait beaucoup. Après, je pourrais pas rester. Donc voilà, on va faire comme ça, et puis j'essaierai de vous faire un live très vite pour qu'on puisse terminer. Voilà, parce que là, il y aura pas de live demain, et le prochain live, ce sera mardi prochain. Donc c'est pour ça que je voulais terminer le chapitre ce soir, mais je crois qu'on va pas avoir le temps, donc voilà. Donc on en est ici. Vu dans cette perspective, la passion des supporters devient logique. Le jeu n'est pas un divertissement quelconque qu'on apprécie pour des raisons esthétiques. L'identité de chacun est en jeu. C'est pourquoi les foules des stades sont si ferventes. Et ce qui est plus significatif, si reconnaissantes envers ceux qui procurent des victoires à leur équipe. C'est pourquoi aussi ces mêmes foules sont parfois si féroces dans le traitement qu'elles réservent aux joueurs, aux entraîneurs et aux autorités impliqués dans les échecs de l'équipe. L'incapacité des supporters à accepter une défaite peut même avoir pour effet d'interrompre la carrière de joueur
ou d'entraîneurs au fait de leur carrière. Dans l'Utah, un entraîneur nommé Frank Layden fut ainsi amené à démissionner brutalement de ses fonctions alors que son équipe était en tête du championnat du Midwest. Ses succès sportifs, son humour chaleureux et les actions humanitaires auxquelles il participait de notoriété publique ne suffirent pas à le protéger de la fureur de certains supporters. Après un match perdu. Évoquant les incidents survenus avec certains d'entre eux qui, particulièrement excités, l'entendirent un jour pendant près d'une heure pour l'insulter à la suite d'une défaite, Layden expliqua ainsi sa décision. « Parfois les gens me crachent dessus, comme si j'étais un chien. Un jour, un type s'approche de moi et me dit « Je suis avocat, vas-y, frappe-moi, frappe, que je te fasse un procès. » Je crois qu'en Amérique, on prend le sport vraiment trop au sérieux. Nous voulons donc que nos équipes sportives gagnent, pour nous prouver notre propre supériorité. Mais à qui cherchons-nous à prouver cette supériorité ? À nous-mêmes, sans aucun doute, mais aussi à tous les autres. D'après le principe d'association, si nous pouvons nous entourer de succès qui nous sont liés, même de façon superficielle, par exemple le lieu de résidence, notre prestige extérieur en sera renforcé. On va s'arrêter là, du coup, et la prochaine fois, on terminera le chapitre. Donc voilà pour la lecture de ce soir, donc du livre Influence et manipulation. Hop, donc je vais regarder vos commentaires. Merci beaucoup pour tous les likes. On est à 10K, donc merci beaucoup. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait cette restriction, mais bon, c'est comme ça. Alors... Franck, je suis désolée, je coache pas sur l'apprentissage de la lecture. Mais n'hésite pas à m'écrire en message privé, je te donne... Enfin, on pourra en discuter, j'essaierai de te donner des conseils et de voir comment je peux quand même t'aider. Voilà, j'essaierai de te donner le maximum de conseils. Voilà, hop. Merci beaucoup. Merci pour tous les likes. J'espère que la lecture vous a plu. Donc du livre Influence et manipulation. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller sur mon lien en bio. Allez voir toutes mes recommandations de livres, vous l'aurez dessus. Voilà. Et puis vous avez aussi tous les livres qu'il y a derrière. Ouais, le livre est vachement bien. Enfin moi je trouve, on a presque terminé. Donc en fait après il restera 2 chapitres et on aura fini. Sachant que du coup, donc toute cette partie à la fin, donc c'est des notes, c'est les références en fait. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu lire les notes en même temps. Mais bon, je le ferai peut-être sur les prochaines lectures du coup. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, donc le sommaire, enfin la table des matières. Donc là, on a lu la réciprocité, engagement et cohérence, la preuve sociale. Là, on va terminer la sympathie. Donc, on va terminer conditionnement et association et comment dire non. Et puis, ensuite, on lira l'autorité et la rareté. Donc là, le prochain live qu'on va faire, ce sera mardi soir. Normalement, lundi, je ferai pas de live. Donc, j'en ferai un mardi soir, peut-être mercredi soir également. Et ensuite, je verrai. Parce qu'après, c'est les vacances. Je redescends en famille. Voilà, donc comme vous savez, c'est toujours un peu...
voilà, je peux pas contrôler mon emploi du temps forcément aussi facilement. Donc je vous dirai au fur et à mesure. En tout cas, voilà. Et comme je vous disais, demain il n'y a pas de live puisque ça sera mon anniversaire, donc je ne serai pas disponible. Voilà, donc vous voyez, il reste que ça à lire. Donc on a quasiment fini. Et franchement, je suis très contente de le lire avec vous parce que je le trouve hyper intéressant. Et elle nous apprend pas mal de choses. Yes, et donc vous pourrez, merci à LD, donc vous pouvez retrouver les lives sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc le compte c'est madame-du-bas succès. Voilà, hop. Donc voilà, vous avez les replays et vous aurez d'autres types de contenus, un peu type podcast de motivation, etc. Voilà, je vais vous mettre pas mal de choses dessus. Et voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'espère que voilà la lecture, que vous avez bien aimé la lecture. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis du coup à mardi prochain. Il n'y aura pas de lecture avant. Merci beaucoup Rafara d'avoir été encore là. Merci à LD. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis du coup dès que possible. Voilà, dès que possible. Donc normalement ce sera mardi. Merci Jungleberry. Et n'hésitez pas à partager mon profil s'il y a des personnes qui sont intéressées par les lectures, etc. Voilà, n'hésitez pas à partager. Vu qu'on est restreint, il va falloir faire... voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc très bonne soirée et prenez bien soin de vous. Passez un bon vendredi et un bon week-end. Ouais, demain c'est mon anniversaire. Voilà, c'est mon birthday. Bon, voilà. Ok, je vais le regarder, Franck. Je vais regarder ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Il faudra me le souhaiter à minuit. C'est demain, en fait. Voilà. Le 12-12. Le 12-12. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt. J'éteins le live. Et merci encore à tous et à toutes.